Nous ouvrons cette deuxième partie avec le Madagascar, 58e anniversaire de l'indépendance teinté de crise politique. Donc le 58e anniversaire de l'indépendance du Madagascar a été célébré dans le calme alors que certains députés de l'opposition et manifestants se rassemblent encore quasi quotidiennement sur la place du 13 mai pour demander le départ du chef de l'État. Les cérémonies du 26 juin se sont déroulées sans encombre, mais c'est bien le contexte politique tendu de ces derniers mois qui a été au cœur du discours du président de la République, Heri Rajaonarimampianina. Sylvestre Béni, voilà un pays qui traverse une crise aussi depuis quelques semaines. Et puis finalement, c'est avec la formation du nouveau gouvernement, tout le monde, du moins au niveau de la classe politique, on s'en contente, mais le peuple, enfin les populations qui sont sorties disent non, ce n'est pas ce que nous voulons. Oui, je crois que lorsque vous parlez de quelques semaines, moi je dirais plutôt depuis quelques années, parce que ce pays-là vivait peut-être dans une forme de tranquillité, et entre guillemets, lorsque le jeune Rajoelina est intervenu sur la scène politique, et puis il y a une succession donc, de crise politique depuis là. Mais généralement, c'est au niveau donc, de la situation que le problème donc, c'est au niveau donc de la crise même que le problème se pose, parce que le problème c'est que chacun veut devenir président. C'est là en fait la situation dans ce pays, parce que lorsque le président vient et tout, on essaie donc de lui mettre les bâtons dans les roues, et puis surtout le maire donc d'Antananarivo qui on lui met souvent les bâtons dans les roues. Et puis la situation, même si nous voyons même au niveau donc des pays enclavés, ces pays insulaires, vous verrez que ça devient une contamination de temps, puisqu'il y a aussi les îles Comores là qui est là et tout. Donc à un moment donné, on ne comprend pas véritablement la situation. Mais vous savez, il y a un élément très important qu'il faut soulever, vous savez que ceux qui sont souvent au pouvoir ont tendance donc à manipuler donc l'armée contre la population. Mais si vous prenez la situation donc au niveau de Madagascar, vous verrez que la meilleure dossier de la loi, et c'est cette armée-là qui tente même de dicter le réel politique. Oui, parce qu'à un moment donné, l'armée a pris la parole, a dit il faudrait qu'à un moment donné que la situation soit réglée pour que la population puisse librement vaquer à ses occupations et tout. On serait peut-être dans un autre pays que cette armée ne va pas position souvent pour les gouvernants, et puis la situation deviendra beaucoup plus compliquée. Donc, je crois que qu'à un moment donné, il faut véritablement qu'on s'associe de la situation, parce que généralement, ça n'aura pas l'Afrique, si on peut le dire, parce que c'est un pays insulaire, mais bon. Oui, mais c'est un pays de l'Afrique. Je me rappelle à l'école, on disait l'Afrique sans Madagascar n'est pas l'Afrique. Voilà. Constant, le président malgache a fait un discours, il dit, je cite juste quelques mots, depuis 58 ans d'indépendance, nous avons collectivement l'impression de stagner alors qu'aucune guerre n'a dévasté notre pays. Ne serions-nous pas plutôt en guerre contre nous-mêmes depuis des décennies? Ces mots sont lourds et traduisent la situation. Exactement. À quoi servent les crises politiques qui ne servent pas au développement des pays? Ce sont des mots bien choisis et bien indiqués à cette circonstance de la commémoration du 58e anniversaire de l'indépendance. Après 50 ans d'indépendance, un pays comme le Madagascar qui n'a jamais connu de guerre civile, dire que le pays n'avance pas, mais brille par des crises successives depuis des années. Ces crises sont juste l'œuvre des ambitieux politiques, des assoiffés du pouvoir, et qui laissent allègrement l'intérêt du pays de côté pour rechercher leurs intérêts personnels. Le peuple malgache n'a pas besoin de cette crise. Le peuple malgache a besoin de travailler et de se développer, vivre tranquillement. Donc, les mots du président, s'il était écouté et s'il lui-même prenait l'engagement exemple pour conduire tous les acteurs vers une sortie de la crise, ce serait vraiment l'idéal. Est-ce qu'il le peut? Parce que le Madagascar, on a l'impression que finalement, les crises à répétition sont devenues le lot quotidien. Et puis, tout le monde dit, c'est comme ça. Et puis, on accepte, quoi. En fait, ils le peuvent. Mais le problème, c'est que je pense qu'au niveau des États africains, il faut reconceptualiser la politique et reconceptualiser la manière de gérer l'État. En tout cas, moi, j'y crois profondément. Pourquoi? Parce que
effectivement, on a l'impression que les gouvernants sont en proie à des querelles intestines, on coupe et qu'on a une économie qui ça vivote un peu, et que finalement ça n'avance pas parce qu'en réalité ça patine. Il n'y a pas de jonction entre les deux. Et le problème, à mon sens, vient du fait qu'au final, on est comme dans une course au pouvoir perpétuelle. Je pense que les dictatures étaient à condamner. Je pense que la démocratisation était une bonne chose, mais qu'il aurait fallu que les peuples, que les intellectuels de chaque pays ou de chaque région puissent conceptualiser leur modèle démocratique et leur modèle de gestion d'État. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un creuset, et le Togo n'y échappe pas, où on est en perpétuelle élection. On est à chaque fois, il n'y a pas un créneau, il n'y a pas élection. Ce n'est pas les législatives, c'est les municipales, c'est pas les municipales, c'est les présidentielles, c'est pas les présidentielles. C'est-à-dire, et à la fin, on a des hommes politiques qui sont beaucoup plus préoccupés par leur réélection que par la gestion de la collectivité. Donc au final, on est dans une guerre d'intérêts. Tout le monde essaie d'avoir l'armée. C'est pour ça que quelque part, j'aime bien aimer l'intervention de l'armée malgache, qui à un moment place les politiques en face de leur responsabilité. Parce qu'à un moment, on est dans une course folle qui consiste à avoir le maximum de sous, le maximum d'appui, et avoir les appuis qu'il faut pour l'armée. Et tous les pays africains sont dans le même créneau parce que au final, ce qui se passe au niveau des pays africains, c'est que on n'a pas conceptualisé notre modèle démocratique. On a pris un modèle qu'on a calqué et qu'on a adapté à soi, sans pour autant vérifier si tous les recours et tous les créneaux étaient les mêmes, s'il y avait les mêmes paradigmes. Donc je trouve que c'est dommage. C'est clair qu'un pays ne peut pas avancer. Là, ils sont en proie à une élection. Je donne par exemple... il faut voir le problème de l'Assemblée nationale, le président qui dit quelque chose, le ministre qui n'est pas d'accord, les députés. Et au final, comme vous voyez, je suis persuadé que si vous vous déplacez actuellement, vous allez à Madagascar, vous voyez les citoyens, mais en réalité, ils ne comprennent absolument rien de ce qui se passe. Ils savent qu'il y a un certain nombre de droits où ils ont été spoliés, ils sont sortis pour les réclamer. Mais dans le fond, dans la mécanique, dans tout ce qui se passe, on est dans les supputations. Cette réalité-là, Sylvestre, les politiques sont au courant parce que le président malgache continue et dit on ne peut accepter de profiter de la pauvreté, de la détresse du peuple et le lancer dans les rues en espérant faire des martyrs au profit d'ambitions politiques. C'est-à-dire, quelque sorte, le peuple est devenu un pion qu'on manipule tout le temps. Il est comme là, il ne comprend rien. Oui. Mais généralement, dans ce genre de situation, lorsque les gens sont dans la rue, ce n'est pas tout le monde qui est dans la rue qui manifeste pour des intérêts politiques. Là, il faudrait aussi qu'on les sache. Non, les leaders, eux, sont dans un calcul politique. Mais moi, je parle plus du peuple qui peut-être manifeste parce que je veux un mieux-être, mais ce n'est pas ce qui préoccupe ceux qui le suivent, forcément. Oui, c'est pourquoi je dis que parfois aussi les politiques, bon, c'est leur rôle. Ils manipulent donc la population, donc, ne serait-ce que pour assurer leurs intérêts. Mais dans la majorité des cas, vous verrez que même au Togo, ce n'est pas tous ceux qui sortent de la rue qui votent que quand même que Fonya-Sipé parte en 2020. Non, il y a certains, c'est parce que j'ai eu mon master, j'ai eu mon truc, même je n'ai pas de travail, je n'ai pas de boulot. À chaque fois, il faut aller faire de petits boulots. Donc, ceux qui ambitionnent donc venir ont quand même présente la situation d'une telle manière que lorsque nous serons là, monsieur, tu auras ton boulot. Donc là, ce sera l'Eldorado. Ce sera l'Eldorado de tout. Donc ceux qui sont là, donc sortent du bureau. D'accord, dans ce cas, je vais lutter avec toi, je vais lutter pour toi, donc pour que tu puisses venir. Et là, des gens deviennent des martyrs quelque peu, c'est pas des martyrs gratuitement, sans que on ne puisse quand même et se souvenir d'eux peut-être dans 20 ans, dans 40 ans, mais ils sont déjà partis. Donc la situation telle que et ça se présente dans tous les pays africains, c'est qu'il y a certains qui veulent venir au pouvoir et qui manipulent le peuple. Et là, ceux qui sont également au pouvoir, eux aussi, ils manipulent le peuple parce que eux aussi, ils se disent que non, ils vont peut-être prendre ne serait-ce que une minorité ou une partie donc de ce peuple-là, ils vont quand même les mettre à l'aise, les donner tout ce qu'ils veulent. Donc, lorsque
nous aussi, nous prenons ce genre de situation, nous allons vouloir également lutter pour toi, pour que toi aussi tu puisses rester éternellement. Voilà la situation. Et je crois que l'Afrique ne peut jamais avancer lorsque nous serons donc dans ce genre dans cette situation. Et puis ça devient un cercle partout. C'est ça, quoi. Ça devient un cercle d'autant plus qu'à un moment, on a l'impression d'un cercle vicieux où la population n'est pas intégrée. C'est là où je parle de connaître les structures d'État et de faire participer. Parce que justement, la population qui est intégrée dans la dynamique de l'État, et à un moment, n'accepte pas un certain nombre de choses et comprend. C'est comme, par exemple, on voyait les pays qui sont en train de développer. Quand à un moment, on dit aux populations, ok, d'accord, vous savez, on va modifier l'impôt, on va faire tel type de sacrifice pour tel type de travaux. Le peuple accepte parce que vous êtes obligé de détailler ce que vous allez faire. Et effectivement, après, si vous n'arrivez pas à atteindre ces objectifs, vous êtes puni. Et ça, c'est possible parce que la plupart des gens de cette population comprennent ce que vous faites. Donc, à un moment, quand vous vous adressez, vous vous adressez à ce peuple avec des explications, avec un programme. Mais là, ce qui se passe, c'est que comme vous n'êtes pas capable d'établir un programme, que le peuple même ne comprend pas la structure, comment est géré cet État auquel il appartient. Parce que celui qui estime être politique, et très souvent ce sont des personnes âgées, on ne laisse pas la jeunesse, qu'on appelle, émerger, estime que non, mais voilà, ce sont des fans, ce sont des groupies. Bon, s'il part, je vais faire le truc, je vais vous donner une bâtisse, mais à la fin, la population, voilà, il y a les plus naïfs qui suivent. Donc s'il y a à blâmer, c'est le peuple. Alors non, il faut faire attention. C'est le peuple n'est pas à blâmer parce qu'en réalité, il y a des personnes qui gouvernent et les personnes qui gouvernent doivent accepter de faire le sacrifice, de faire en sorte que le niveau du peuple, le niveau de vie de la population et par conséquent son niveau critique augmente. On ne peut pas demander, on ne peut pas donner le droit de vote en Afrique à des gens qui ont 18 ans, qui parfois sont en classe de 3e, 4e au lycée, et qui n'ont pas d'esprit critique. D'accord, on va les gens sont au lycée et on va marquer la pause et on reviendra après.